scientifique ne pense pas aux esprits, aux divinités. Non. Il se limite dans le monde phénoménal, dans les réalités phénoménales. C'est ce qu'on appelle une vision déterministe. Donc les scientifiques ont une vision déterministe. Dans sa manière de voir les choses, ils ne voient pas la dimension métaphysique. Ils ne voient pas au-delà du sensible, du mesurable, de l'observable, du quantifiable. Ça, c'est un élément à retenir. Et dans le souci d'expliquer le monde à partir du monde de lui-même, l'univers visible à partir de l'univers visible de lui-même, les scientifiques commencent par l'observation. Il observe, il fait des constats, il imagine ce qui pourrait expliquer ce qu'il observe. Et puis après, il passe à l'expérimentation. Il va varier certaines variables volontairement pour voir comment va se comporter les phénomènes qu'il observe. Et si ce qu'il a imaginé comme explication possible à ce qu'il veut comprendre, au phénomène qu'il veut étudier, alors cela devient une loi. Et l'ensemble des lois constitue ce que nous appelons la théorie. La théorie nous aide à lire et à comprendre le réel. C'est ce que nous avons vu hier. Ne perdez pas de vue que la science est traversée par l'idée du progrès et du pouvoir. On veut maîtriser l'univers, on veut contrôler le monde, on veut être maître de l'univers. En philosophie, il n'y a pas question de progrès. Ce que Socrate a dit, ce que Kant a dit, ce que Platon a dit, est toujours d'actualité. Mais en mathématiques, en physique, on peut oublier tout ce que les devanciers avaient dit. Et à partir d'aujourd'hui, on peut progresser. Il y a l'idée du progrès qui n'est pas dans la philosophie. La philosophie n'est pas comme la science. La science ne s'occupe que de la totalité du réel. Quel est le réel? Le réel du monde déterministe, de ce que nous voyons, de l'univers, de ce qui est quantifiable, mesurable, comptable, qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, qu'on peut voir, qu'on peut entendre. C'est ce qui intéresse la science. Contrairement à la philosophie qui, elle, va au-delà des réalités nouménales, des réalités phénoménales, pour s'intéresser également aux réalités nouménales. Donc, pour expliquer certaines choses, la philosophie peut aller au-delà, au-delà de la science. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, hier, nous nous sommes arrêtés à quel point? C'était au point de la systématisation. Vous allez noter, qu'est-ce que la systématisation? Systématiser, c'est quoi? Oui, c'était ça le dernier point qu'il fallait aborder. Vous m'avez arrêté. Ouais? Oh, papa. Induction. Nous savons que la déduction, nous partons du général au pas et l'induction. C'est l'opposé. Du particulier au. Nous l'avons déjà dit, nous les avons déjà effleuré ça. Oui, papa. Non, non, j'ai dit ceci. Avant ce que nous avons vu hier.
la veille. J'ai parlé de l'induction et de la déduction. J'ai dit en passant que la déduction, nous partons du général vers le particulier. Tandis que l'induction, nous partons du particulier vers le général. C'est tout. Complétez seulement, mon cher. J'ai dit il y a 4 opérations. La première opération, c'est laquelle? Deuxième opération. Troisième opération. Vous notez l'induction, c'est parti du particulier vers le général. On ne va pas inventer la machine. Il faut faire attention, ne confondez pas la déduction régressive et progressive avec l'induction. L'idée centrale de la déduction, c'est que nous partons du général vers le particulier. Mais nous procédons de 2 manières. Nous pouvons partir du passé vers le présent, mais nous pouvons aussi partir du présent vers le passé. C'est ce que nous avons dit. Nous pouvons partir de la cause à l'effet, nous pouvons aussi partir de l'effet à la cause. Pourquoi on veut s'embrouiller? Oui, pasteur. Non. Il ne faut pas confondre les choses. Quand on dit général, ne signifie pas nécessairement la cause. Quand on dit particulier, ne signifie pas nécessairement l'effet. Général, c'est général. Particulier, c'est particulier. L'effet, c'est l'effet. La cause, c'est la cause. Ne mélangeons pas les choses. Nous avons dit, il y a 4 opérations. La première opération, c'est l'expérimentation. Deuxième opération, c'est la déduction. Troisième opération, l'induction. Quatrième opération, la systématisation. Nous avons juste porté une précision. Nous avons fait une incise au niveau de la déduction. Là, nous avons dit que pour faire la déduction, nous avons 2 possibilités. Soit une déduction progressive, c'est-à-dire nous commençons au présent pour aller vers l'avenir, soit une déduction régressive, nous partons du présent et nous remontons vers le passé. Maintenant, nous sommes au niveau de l'opération qu'on appelle induction. L'induction, nous partons du particulier vers le général. Maintenant, nous passons à la 4e opération. Quelle est la 4e opération? La systématisation. Vous notez, systématiser, c'est montrer que certaines lois, systématiser, c'est montrer que certaines lois sont les conséquences de certaines autres lois. Systématiser, c'est montrer que certaines lois sont les conséquences de certaines autres lois. C'est montrer que certaines lois, sont la conséquence, sont les conséquences de certaines autres lois. Et, virgule, et, conjonction, et, virgule, de proche en proche, et de proche en proche, faire voir, virgule, et de proche en proche, faire voir, virgule,
pour finir, virgule, et de proche en proche, faire voir, virgule, pour finir, virgule, que des ensembles de lois particulières, que des ensembles de lois particulières sont la conséquence, pour finir, que les ensembles de lois particulières sont la conséquence, virgule, soit de certaines lois générales, soit de certaines lois générales, soit de certaines suppositions générales non vérifiées, soit de certaines suppositions générales non vérifiées, soit de certaines suppositions générales non vérifiées. Systématiser, c'est montrer que certaines lois sont les conséquences de certaines autres lois et, de proche en proche, faire voir, pour finir, que les ensembles de lois particulières sont la conséquence, virgule, soit de certaines lois générales, virgule, soit de certaines suppositions générales, soit de certaines suppositions générales non vérifiées par observation directe, 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 non vérifiées par observation directe ou expérimentation directe, ou expérimentation directe. Et même parfois non vérifiable directement. Soit de certaines suppositions générales non vérifiées par observation directe ou expérimentation directe. Et même, virgule, parfois non vérifiable directement. Donc, dans la systématisation, l'idée à retenir est la suivante. On veut simplement nous faire comprendre que une loi particulière fait partie d'un réseau de lois. Ok? Une loi quelconque n'est pas isolée, mais on peut l'intégrer dans un ensemble beaucoup plus vaste de lois. Et cet ensemble de ces lois peuvent avoir été vérifiées par une observation directe ou non. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Nous avons fini avec la recherche scientifique, la réflexion scientifique. C'est une réflexion qui porte, d'abord qui part d'une vision déterministe du monde. On veut comprendre le monde en refusant de sortir du monde. On veut trouver les raisons qui expliquent le monde dans l'état où il se trouve
à partir du monde lui-même. Ça, c'est une vision déterministe. Nous partons de l'observation. À partir de l'observation, nous avançons. Donc, dans l'observation, il y a ce qu'on voit. On voit ce qu'on sent et ce qu'on perçoit. Ça, c'est tout ça, c'est au niveau de l'observation. On voit, on sent, on perçoit. Et on essaie de structurer ça pour donner une interprétation. Et après, nous proposons une explication provisoire. C'est l'hypothèse. Comment est-ce qu'on formule l'hypothèse? Qu'est-ce qui nous aide à formuler une hypothèse? C'est notre propre imagination. Nous inventons une hypothèse. Maintenant que nous avons inventé l'hypothèse va nous aider à choisir la méthode et va nous aider à choisir les techniques. La méthode va orienter la technique va nous aider à collecter les données et à les traiter, à les analyser. Et à la fin, nous arriverons à une conclusion de ce que nous aurons fait comme travail. Cette conclusion, nous allons la comparer à l'hypothèse. Si la conclusion est égale à ce que nous avons dit à l'hypothèse, nous disons que l'hypothèse est falsifiée. La falsification en philosophie voudrait simplement dire que l'hypothèse est approuvée. Nous avons dit dans ce cours, nous allons apprendre un certain nombre de vocabulaire. Donc lorsque la démonstration nous amène à confirmer l'hypothèse que nous avons inventée, nous disons que l'hypothèse est maintenant falsifiée. L'hypothèse est confirmée. Et dès lors que l'hypothèse est confirmée, maintenant, elle devient quoi? Ça devient une loi. Et nous avons dit que l'ensemble des lois, c'est ce qui va constituer une théorie. Oui, pasteur. Qui peut nous aider à répondre à notre collègue? Quelle différence faites-vous entre la réflexion et l'imagination? La réflexion et l'imagination. Oui, papa. Oui, pasteur. La réflexion peut également porter sur ce que nous avons imaginé. Donc si on doit les étaler sur la ligne de temps, entre la réflexion et l'imagination, qu'est-ce qui vient avant? L'imagination. Ensuite, elle est suivie de la réflexion, et puis on va continuer. Tout commence par l'imagination. Celui qui invente, c'est celui qui a imaginé. Et après avoir imaginé, il a commencé à réfléchir pour savoir si son imagination est chimérique. Aussi cette imagination peut aboutir. Voilà. Il voit un oiseau voler. Il se dit, cet oiseau vole. Est-ce qu'on ne peut pas fabriquer une machine ou un véhicule qui peut voler comme l'oiseau?
Nous sommes toujours au niveau de l'imagination. Et puis après, on commence, on se met au mouvement. Pour allumer la télé, il faut brancher. Et puis un jour, quelqu'un se pose la question, est-ce que nous ne pouvons pas nous passer de ce courant électrique? Est-ce que nous ne pouvons pas nous passer de ce groupe électrogène, mais avoir le même résultat? L'imagination a commencé. Et nous commençons à chercher où est-ce que dans l'univers on peut trouver du courant sans avoir des groupes électrogènes ni des barrages électriques. Alors, peut-être, il se dit, mais pourquoi on nous interdit, pourquoi on nous oblige d'éteindre nos téléphones lorsque nous sommes à côté des stations d'essence? D'où vient le feu qui vient incendier la station? Donc, il y a le feu en l'air et il va avancer. Qu'est-ce qui fera que la batterie explose? Ce sont des ondes. Quel type d'ondes? Il continue progressivement. Et comme c'est un ingénieur, il comprend mieux les choses que nous, les philosophes. On comprend les choses techniques. Tout ce qui passe à l'imagination, soumise à une réflexion rigoureuse, peut aboutir. Bon, imaginons un peu quelque chose. Imaginons des choses. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Malheureusement, dans notre système d'enseignement, les pédagogues n'ont pas suffisamment développé l'aspect de l'imagination. Et puis, on n'a pas développé cette façon de voir les choses, l'esprit d'indépendance, de sortir des chemins battus, de contredire son professeur. On nous a conditionnés pour être des perroquets, reproduire ce que le professeur a donné. Alors on confond ceux qui ont des mémoires d'éléphant à ceux qui sont intelligents. Quelqu'un peut avoir une très bonne mémoire, ne pas être intelligent. Quelqu'un peut avoir une faible mémoire, mais avoir un grand quotient intellectuel. C'est pourquoi des hommes comme Einstein, il a échoué. Il n'a pas obtenu son diplôme d'État, son bac. Finalement, il a supplié, on l'a fait entrer à l'université. Et là, à l'université, il s'est montré plus savant que les professeurs. Oui. Voilà. Donc, tout ce que nous imaginons peut être, je ne dis pas doit nécessairement se réaliser, mais peut être réalisable. Peut être réalisé. Bon, imaginons des choses invraisemblables. Imaginons quelque chose. Vous voyez, quand on ne sait pas imaginer, on n'aura pas non plus l'esprit de créativité. On n'aura pas l'esprit d'inventivité. Normalement, à l'école primaire, lorsque le professeur aide les enfants à résoudre un problème, le professeur devrait demander aux enfants qui peut nous proposer une autre voie pour arriver à la même solution. Si ce genre de questions étaient continuellement posées aux enfants, nous aurons des enfants inventifs, créatifs. Je me rappelle une fois, j'étais convoqué au Lupio. L'enseignant de ma fille se plaignait du fait que ma fille dérangeait tout le temps. Pendant que l'enseignant donne cours, elle dérange, cause avec ses amis. Et lorsque l'enseignant se retourne et pose la question à l'ami, l'ami ne sait pas répondre. Mais quand il pose la question à ma fille répond. Alors, c'était un problème, parce que ce n'était pas correct avec cette allure-là, il allait faire échouer ses voisins. Alors on lui pose la question, mais pourquoi tu fais ça? Et il dit à son professeur, toi tu vas trop loin pour rien.
on peut prendre un raccourci. Quand toi, tu expliques, je vois déjà la réponse, je m'ennuie, alors je dois poser ma voix. Il y a des gens comme ça. Des gens comme ça. Qui réfléchissent très vite. Dès que tu énonces un certain nombre de propositions, il est capable de continuer lui-même. Mais avant que toi tu arrives à la fin, lui il est déjà arrivé. Et pendant que tu traînes à expliquer aux autres, il s'ennuie. Des gens comme ça. En 78, je suis arrivé à Kinshasa. Il y avait un frère qui priait avec nous au groupe de Kinshasa. Ce frère-là faisait la mathématique pure à l'université de Kinshasa. Il était adventiste. Il ne pouvait pas passer les examens les samedis. Si vous programmez un examen les samedis, sachez qu'il ne viendra pas. Si vous proclamez un cours les samedis, il ne viendra pas. Mais c'était un garçon très brillant. Il obtenait toujours des distinctions et des grandes distinctions. Mais ce type a arrêté le professeur pour lui dire: vous avez suivi une démarche trop longue pour rien. On peut aller plus vite. On lui demande: mais tu peux proposer? Oui, j'ai une autre démarche à proposer. Il va, il propose, qu'on arrive au même résultat. Le professeur maintenant doit apprendre de lui comment tu es passé de telle étape à telle étape. Et il lui explique. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Alors quand ses amis échouent, il est malheureux. Il dit: mais comment vous pouvez échouer dans des choses si faciles pourtant? Vous voyez qu'il n'est pas comme les autres. Dieu lui a donné une grâce d'être intelligent. Il y a des gens qui ont une intelligence pointue. Hein. Très intelligent. Il y en a des gens comme ça. Mais il faut de l'imagination. Beaucoup de gens ont des diplômes, c'est-à-dire pour simplement parce qu'ils avaient de bonnes mémoires. Mais ils n'étaient pas très intelligents. C'est pourquoi ils ne sont pas capables de créer. Et lorsqu'ils se retrouvent devant des situations nouvelles, ils sont incapables de proposer des solutions concrètes, inédites. C'est là le problème. On mémorise. Dès qu'il y a un trou de mémoire, on est paralysé. Il y a même des gens qui mémorisent la mathématique. Mais il y a des gens qui ont compris. Et lorsqu'il a perdu une formule, qui peuvent la reconstituer à partir d'autres schémas. Et puis ils retrouvent la formule. Nous avons appris la trigonométrie. Mais à quoi ça nous sert dans la vie? Nous n'avons jamais rencontré les cosinus, ni les racines carrées, ni la tangente. Moi, un jour, j'avais un architecte qui devait maintenant tracer la fondation de ma maison. J'étais encore très jeune et très curieux. Je construisais ma première maison. À 28 ans, je construisais ma première maison. J'étais marié. Ce n'était pas avec l'argent du salaire, parce que j'avais déjà compris très tôt dans ma vie qu'avec les salaires, on ne peut rien faire. J'élevais déjà mes poules. Avec mon petit poulailler, je faisais 16 plateaux par jour. Je vendais à 5 $, ça me donnait 80 $ le jour. L'aliment pour volaille était subventionné par l'Union européenne. On nous vendait 50 kilos d'aliments à 5 $. Donc j'avais un bénéfice fou.
C'est comme ça que j'ai acheté mon terrain. J'ai construit ma villa. Pas une petite maison, une villa. 3 chambres, 2 salles de bain, un bureau, un magasin, une cuisine, un salon. Grande maison. Alors lorsqu'on construisait la fondation, j'ai posé la question à l'architecte. Frère Kabam, comment est-ce que tu sauras que cette maison n'a pas une fosse équerre? Il m'a dit, mais fais foutre. Vous n'avez pas appris le théorème de Pythagore? Moi, j'ai dit oui. Alors, et tu peux me rappeler cette théologie, non? Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des 2 autres côtés. Et voilà. Bon, maintenant, viens. Mesure. Je mesure 3 mètres. Sur l'autre côté. De l'autre côté, 4 mètres. Mais ainsi. Mais maintenant, la corde pour joindre les 2 coins. Alors, mesure cette corde. On mesure. Bon, nous saurons si il n'y a pas de fausse équerre. Nous prenons cette première mesure au carré, plus deuxième mesure au carré, et c'est égal au carré de l'hypoténuse. On fait les calculs. Nous trouvons qu'effectivement, la somme des carrés des 2 autres côtés est égale au carré de l'hypoténuse. Donc, l'angle est droit. Il n'y a pas de fausse équerre. Nous allons faire autant partout. C'est OK, dit, la maison n'a pas de fausse équerre. Mais moi, je ne connaissais pas que ce principe de Pythagore pouvait se traduire dans le concret. Le principe d'Archimède, c'est ce qui est à la base des bateaux. Hein? Lorsque vous plongez dans l'eau, l'eau renvoie 2 fois le poids qui est descendu dans l'eau. Alors c'est avec ça qu'ils vont calculer les tirants d'eau. Notre problème, c'est que tout est trop abstrait. Oui, Moussa. Ouais. Voilà. La trigonométrie, c'est bon, même pour ceux qui font l'artillerie, ceux qui sont dans l'armée. On va leur apprendre que vous êtes à tel endroit, l'ennemi à tel endroit, il y a une telle montagne, on doit régler les choses de quelle manière pour que l'obus arrive jusque-là. Il y a des calculs qui doivent être effectués. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on nous a données d'une manière abstraite, mais dont nous ne savons pas montrer les liens avec le concret, la réalité de tous les jours. Comme la chimie. Moi, je n'ai jamais compris la chimie. Je n'ai jamais compris la chimie. Et curieusement, mes filles comprennent très bien la chimie. Très bien. Et ma fille, elle est mon 3e enfant. Ma fille me dit, mais papa, la chimie, c'est ce que nous vivons tous les jours. Mais comment tu ne comprends pas? Parce que j'ai eu un mauvais enseignant. Je ne sais pas comment équilibrer les équations. Alors, il faudrait que les choses changent. On mette des gens qui peuvent nous faire comprendre les choses faciles. Et puis ici, les professeurs ici en Afrique veulent montrer qu'ils sont plus intelligents en faisant échouer les étudiants. De l'autre côté, nous avons reçu un professeur émérite qui est venu du Canada, qui nous expliquait à l'UPenn. De l'autre côté, lorsque les étudiants échouent à un cours et ils dépassent un seuil, le professeur est inquiété. C'est une preuve que les étudiants n'ont pas compris. Il y a un problème de communication. Si ça se répète, les étudiants vous évaluent mal, on retire les cours. Et puis ils disent, de l'autre côté, on peut donner à un étudiant 100 sur 100. Ce n'est pas un problème. Mais ici, chez nous, même si l'étudiant 100 sur 100,
On va enlever un point. Pourquoi vous enlevez son point? Mais tout dépend, c'est notre contexte, non? Notre contexte qui est mauvais. Bon, maintenant, en principe, avec cette histoire de LMD, ça c'est d'après ma compréhension, on devait avoir moins d'échecs. Je m'explique pourquoi. On vous donne un chapitre, le professeur vous donne le point que vous devez chercher, expliquer. Vous allez dans les bibliothèques, vous cherchez vous-même les livres, vous lisez, vous faites la collection de toutes ces informations dont le professeur a besoin. Et puis vous revenez et vous partagez avec les autres ce que vous avez trouvé. Le professeur ajoute ce qui manque. Le professeur insiste là où c'est important. Maintenant, je vous pose la question. Quelque chose que vous avez lu vous-même, que vous avez découvert vous-même, que vous avez préparé vous-même, si on vous posait les questions là-dessus, allez-vous échouer? Vous ne pouvez pas échouer. Deuxièmement, on compte les TP, on compte les interros. Les TP et les interros font un total de 40%. Si l'étudiant est brillant, il a déjà 30 sur 40. Mais même s'il échoue à l'examen, même s'il a 20 sur 60, plus c'est 30 qu'il a déjà encaissé, l'étudiant doit réussir. Ouais, donc c'est un système qui favorise les étudiants courageux, travailleurs. Et puis l'étudiant ne va pas souffrir à préparer les examens parce que la plupart des cours, c'est lui-même qui les a préparés. Oui, vous avez raison, même le professeur Martial Amassolo, il avait des problèmes à l'IPC. Il ne voulait pas donner des examens. Il donne bien son cours pendant toute l'année, et quand arrive le temps d'examiner les étudiants, il dit aucun étudiant n'est idiot. Et puis il dit l'examen est traumatisant. Et puis l'évaluation ne reflète pas la réalité. Peut-être que l'étudiant s'est mal réveillé, il a un problème, il vient, il est embrouillé, il échoue. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas intelligent. Vous voyez? Et alors le recteur disait non, il faut évaluer les étudiants. Et lui répétait, oui, ils ont tous réussi. Il dit, ça fait trop longtemps qu'il a été traumatisé depuis l'école primaire. Examen, c'est l'examen, c'est l'examen. Il termine, il vient à l'université. Il a même réussi aux examens de l'État. Un examen d'État, il a réussi. Il est venu à l'université. Mais vous voulez quoi? C'est un système qu'on a trouvé, il faut le respecter. Est-ce que je peux comprendre? Vous êtes intelligent. La seule différence entre vous et moi, c'est que moi j'ai appris ce que je vous donne avant vous. Alors je vous dépasse en quoi? Je suis devant vous. C'est tout. Est-ce que je me fais comprendre? À l'avantage de ce système, lorsqu'on laisse les étudiants aller faire les recherches, le professeur devient aussi un éternel apprenant. Parce que l'étudiant va lire certains livres qu'il n'a pas lu. L'étudiant va lui apporter des informations qu'il n'a pas. Alors il y a ce qu'on appelle une sorte de fécondation mutuelle. Chacun s'enrichit avec l'apport de l'autre. Oui, pasteur. Est-ce qu'on peut parler de l'imagination dans les domaines des sciences sociales? Par exemple, nous qui sommes en théologie, on peut encore imaginer quoi exactement? Une bonne question.
Le pasteur a posé une question. Peut-on parler de l'imagination plus précisément en théologie? Répondons, oui, papa. Hein? Très bien. Il y a une autre réponse, mais sa question est très importante. Il y a une autre chose. Oui. C'est un raisonnement loin, réfléchir, penser, pour arriver à un moment, c'est pas de la réflexion, il faut d'abord imaginer. Même le cours en théologie, le travail systématique, il y a beaucoup de réflexions. On est plus on est imaginer. Il faut arriver à des résultats réels. Oui, pasteur. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît, pour que les amis au fond vous saisissent. Je pense que si on est un peu sur la question sur l'imagination, le socle. L'imagination est le socle, le fondement de toute pensée. Qui a une autre contribution? Oui, Mouzé. Tout ce qui est connaissable passe par l'imagination. Il y a une autre réponse, s'il vous plaît. Le pasteur dit, lorsque Jésus, en s'adressant à Nicodème, lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Nicodème ne comprenait pas. Et dans la réponse de Nicodème, nous voyons Nicodème en train d'imaginer quelque chose. Là, je rentrais dans le sein de ma mère et naître de nouveau. Vous voyez que cette imagination se réalise dans un cadre purement religieux. Ce qui fait que l'espace religieux ne nous interdit pas d'imaginer. Oui, pasteur. Merci. Oui, pasteur.
Alors, je suis allé dans le verbe cultiver, c'est le livre cultive. C'est-à-dire l'homme à la activité de l'homme. L'activité de la communication passive. C'est l'homme qui est fort. Par rapport à la prise de conscience et du travail. C'est-à-dire chacun doit savoir l'image qui a son image. Il a fait la différence de la vérité. Chacun a un don comme un on a réfléchi scientifique. Donc c'est comme ça. C'est là que c'est ça aussi la réflexion. Pour amener les gens à comprendre que nous avons la possibilité de chercher la vérité non à Jésus, mais par rapport à la première religion qui a pris la terre. Donc il a dit cultiver la terre. Ok, j'ai compris, pasteur. Merci beaucoup. Qui a quelque chose à ajouter? Oui, pasteur. Déduction régressive. Par une déduction régressive. Ok. Généralement, lorsque quelqu'un pose une question, il a déjà une partie de la réponse. Est-ce que tu peux nous partager ta réponse à ta question? Je ne suis pas d'accord avec la dans la mesure pour moi, c'est ce qui serait à la base de les mauvaises pratiques que nous voyons aujourd'hui. Parce que les gens pouvaient un peu imaginer. Les gens ont la Bible et après on a commencé à lire en réfléchissant sur son contexte et nous avons même à la guerre. Et moi je viens de mettre beaucoup d'imagination dans la Bible. Pour moi, je pense qu'il faut rester sur le fondement qui a été tracé par les apôtres. Et s'il faut réfléchir et dans ce contexte-là. C'est-à-dire une réflexion ou une imagination qui ne puisse pas entrer en contradiction avec la norme. La norme, c'est la parole de Dieu. Il y a quelque chose que les pasteurs venaient de partager là, en rapport avec les églises dites de réveil. Les églises dites de réveil sont venues avec un message de la prospérité. Mais après avoir fait l'expérience de ces messages pendant presque 3 décennies, c'est venu avec les membres de l'église de réveil, nous constatons que les pasteurs qui ont apporté ces messages sont devenus matériellement parlant prospères et même très prospères. Mais les fidèles qui ont avalé leur salive sont devenus pauvres et même très pauvres. Alors, il y a un soupçon. La prédication serait-elle un outil de promotion humaine ou d'abrutissement humain? Alors là, il serait souhaitable que quelqu'un se donne la peine d'aller acheter toutes les prédications qui ont été données pendant 3 ans à la cathédrale du Sénégal, d'aller acheter toutes les prédications qui ont été données pendant 3 ans
chez Papa Bosco Kinomba, ou chez Papa Mutombo, ou chez Papa Ngalas. Prenez un peu un échantillon de ces 10 églises. Prenez leur prédication pendant 3 ans. D'un côté, faites l'étude du contexte dans lequel ces églises ont évolué. De l'autre côté, étudiez le contenu de ces différents messages. Pensez-vous que les discours distillés sur ces différentes chaires seraient capables de soulever la population vers des lendemains meilleurs, vers un plus avoir, vers un plus être, vers le développement? Alors, si vous faites cette étude, il faut choisir la bonne méthode. Je vous propose une lecture marxiste et aller jusqu'au bout. Seulement, le danger de cela, c'est quoi? Vous risquez d'avoir des problèmes dans vos églises. Parce que dans l'approche marxiste, nous partons d'un soupçon que derrière toute réalité, il y a une lutte des classes. Il y a des intérêts opposés. D'un côté, il y a celui qui s'attribue tous les pouvoirs, de l'autre côté, celui qui n'a aucun pouvoir. D'un côté, celui qui a les moyens de production, l'autre, il n'a que sa force qu'il vend. Alors, celui qui exploite l'autre va mettre en place une idéologie qui fera croire à la personne exploitée que tout ce qu'il dit et tout ce qu'il lui demande sont bien. Mais qu'en réalité, c'est pour le bien de celui qui a élaboré son discours. Ok? En fait, c'est ça. Je suis en train d'expliquer le marxisme d'une manière terre à terre. Terre à terre. Marx dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Il dit qu'il y a toujours lutte des classes. Mais le patron veut annuler la force de la révolte dans les chefs de l'ouvrier. Alors il a imaginé, il a inventé la religion. Il balance à l'ouvrier en lui disant, ton bonheur, il est loin, c'est après la mort, c'est au ciel. Tout ce que tu vis là, c'est rien, tu peux supporter. Heureux le pauvre, l'heureux de Dieu est à eux. N'est-ce pas? Dieu n'est pas loin de ceux qui souffrent. Dieu est compatissant. Plus tu souffres, plus Dieu est près de toi. Ne te fâche pas, n'envie pas les autres. C'est rien. Oui, ça va passer. Mais toi au ciel, ça ira bien. Ok, est-ce que je peux comprendre? Alors, dans cette histoire de théologie de prospérité, la prédication se pose également comme une sorte d'idéologie. Cette idéologie est mise en place par les prédicateurs. Cette idéologie fait croire aux fidèles qu'en agissant exactement comme je vous demande d'agir, c'est vous qui allez gagner. Vous allez devenir prospère. Mais en réalité, c'est qu'en agissant comme il vous demande, vous resterez pauvre, lui deviendra prospère. Alors, si nous pouvons démontrer cela à partir de différentes prédications, en ce moment-là, nous ferons le procès de l'Église comme étant responsable de la misère du peuple.
Oui. Si on dit, supposons demain, supposé à la base, là, si nous pensons, on n'écoute pas tout à l'heure. Même dans le cas du champ, Il n'y a pas qu'un dixième. Il n'y a pas qu'un dixième. Oui. Je ne parle pas seulement des problèmes d'argent. Je ne parle pas seulement de ça. Mais à partir du moment où, par exemple, on tombe dans le réductionnisme qui voudrait tout expliquer toutes les contradictions humaines par l'activité démoniaque, ça c'est également un point fort. L'homme est vidé de toute sa part de responsabilités. Et on nous balance une sorte de narcotique, tu dois passer par les délivrances, tu dois gêner, tu dois veiller, et tout va s'arranger. Donc moi je crois, nous sommes obligés de réfléchir. Ça c'est pourquoi on a introduit le cours de philosophie. On nous dit, Max Weber, dans son livre « Le protestantisme », n'est-ce pas? L'esprit du protestantisme qui est à la base de l'essor du capitalisme, l'éthique protestante et le capitalisme. Max Weber montre que la religion est un facteur précipitateur de changements sociaux. Et il prend comme paradigme la religion protestante. Il démontre par A égale B que partout où la religion protestante a été enseignée, elle a entraîné un changement qualitatif de vie des populations. Et ici, tous les pays de l'Europe du Nord. Pourquoi? C'est à cause de l'éthique protestante. Quelle est cette éthique protestante? C'est une éthique que vous devez découvrir par vos lectures. Les principes qui régissent cette éthique. Et parmi les principes, il y a le travail qui est aligné au même rang que la vocation. Le travail. Parce qu'en arrière-plan, nous avons le calvinisme. Et Jean Calvin a dit qu'il y a des gens qui sont prédestinés au ciel, il y a des gens qui sont prédestinés d'aller en enfer. Comment savoir que vous êtes destiné d'aller au ciel? Dit par la qualité de la vie que vous menez. Si vous menez une vie médiocre, très probablement vous irez en enfer. Et même si vous êtes né dans la pauvreté, si vous êtes prédestiné d'aller au ciel, et vous respectez les principes divins du travail, vous pouvez accéder à une vie meilleure. C'est comme ça que les protestants travaillent comme des machines. Pour changer le statut social, en vue de s'assurer qu'ils vont entrer dans le roi, toujours au nom du calvinisme, ils vont insister sur la sanctification, la maîtrise des passions. Toujours chez les calvinistes, ils vont insister sur l'importance de l'épargne. Toujours chez les calvinistes, ils vont insister sur le problème de générosité, de libéralité. Il faut aider les gens, il faut soutenir l'Église, etc. Découvrez ces principes de par vous-même. Quand les gens ont intériorisé ces principes éthiques du protestantisme, leur vie a changé. Maintenant, nous sommes en droit de nous poser la même question. Pourquoi les protestants du Congo sont-ils pauvres? Qui serait responsable de leur pauvreté? Ne serait-il pas des pasteurs avec sa prédication? Et si les pasteurs pouvaient changer sa prédication, ne pourrions-nous pas assister à l'émergence d'une société nouvelle? Nous partons de l'hypothèse selon laquelle la qualité de la vie de nos sociétés reflète la qualité de notre théologie. Moi, les dimanches, j'ai dit au grand, soyez responsables. Soyez responsables. Et vous ne chargez pas tout le temps sur les démons, sur les sorciers.
La prière ou la délivrance ne sont pas des panacées. Si les choses ne marchent pas dans votre vie, voyez a priori votre propre part de responsabilité. C'est a posteriori que nous allons penser aux démons. Quand nous avons tout examiné, je fais tout ce que je pouvais faire pour réussir, mais les choses ne marchent pas, alors maintenant je peux commencer à me dire, y a-t-il pas un malin génie qui se moque de moi? Malheureusement, dans nos églises maintenant, c'est quoi? On pense a priori aux démons. Oazana de moi célibat. Donc il n'est pas toujours pas des causes que les bâtiments étaient. Batu boni baluka ko bala yo boyaba. Des mois célibat ko sanina. Des mots de pauvreté. Donc il n'est pas toujours ne pas fula maboko na yo. Talambongo boneleka na maboko na yo. Popona nino obongati. Si toi-même tu as mal utilisé ton argent, pourquoi tu dois utiliser les démons? Ozwa comme mbongo au baxi basi. Vous voyez? Est-ce que je me fais comprendre? Oh, nazana ba démon ba ko finanga na butu. Quel type de livre tu lis? Quel type de film tu suis? Yo moko landi ba film mabe et puis ba ko finanga na butu. C'est normal. Oh, nazana na femme de nuit. Quel type de film tu regardes? Quel type d'habit tu portes? Quel type de regard tu as sur la personne de sexe opposé? Tu dois demander la délivrance de tes yeux. Et ces rêves-là vont disparaître. Soyons responsables. Même dans la destruction de notre pays, on ne doit pas toujours accuser les Occidentaux. Et nous devons aussi nous voir, nous. Et ce sont les Occidentaux qui ont signé le contrat chinois. C'est nous-mêmes. Nul ne peut faire prévaloir sa propre turpitude. Soyez responsables. Donc, je crois, notre problème, retenons ce que j'ai dit là. L'état de notre société reflète l'état de la qualité de notre été. Ce qui va tout, ça médiocre à la faute, il y a bichou. Théologie à bichou à ma bête. Faut que le bon abat pour bon la salam sala. Dieu est travailleur. La première image que Dieu nous donne dans Genèse 1, on ne nous donne pas l'image d'un Dieu saint, d'un Dieu guerrier, d'un Dieu protecteur. Et on nous donne l'image d'un Dieu Si tu es enfant de Dieu, ne dis-toi pas tel père, tel fils. Toi, si tu dois être un homme travailleur. Dieu n'a jamais dit je bénirai vos paroles. Il a dit je bénirai les travaux de vos mains. Toi tu n'as rien, tu ne fais rien. Tu veux qu'il bénisse quoi? Nous sommes obligés, ça c'est mon avis, de revenir à l'éthique protestante. Distiller ça pas en un jour, mais chaque mois, tu travailles un des aspects de cette éthique. L'autre mois, ainsi de suite. Mais il faut lire, il faut aller ici à la librairie, à la bibliothèque de l'UPC. Demandez qu'on vous donne les livres intitulés L'éthique protestante et l'essor du capitalisme, écrit par Max Weber. Max Weber. L'éthique protestante et l'essor du capitalisme.
l'imagination, nous avons déjà répondu en disant que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Tout nous est permis, mais nous ne nous laisserons asservir par quoi que ce soit. Donc, nous avons droit d'imaginer. Néanmoins, la Bible nous dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est-à-dire que la parole de Dieu restera comme l'instance critique pour juger tout ce que nous pourrons cogiter. Oui, pasteur. En quoi? Il était aussi riche. Isaac était très riche. Il allait en s'enrichissant. Et il devint fort riche. Voilà. Maintenant, nous aussi, à l'heure actuelle, où est le mal? Où est-ce qu'on vit lorsque nous communiquons la bénédiction? Très bien. Moi, mon problème, je voudrais que nous revenons à ma proposition du départ. L'état de notre société reflète l'état de notre été. Pourquoi? Parce que la théologie est une machine qui produit des convictions. Et les convictions orientent les comportements. Si la théologie n'a pas bien fait son travail, nous allons voir au niveau des comportements quelque chose qui ne va pas. Alors nous sommes appelés à un réajustement. Et ça, c'est important de nous remettre en question. Pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre manière de théologiser. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous en arrivions là? Qu'est-ce que nous devons corriger pour que les choses changent? Si nous n'arrivons pas à nous remettre en question, ça sera difficile. Et une vie qui ne sait pas se remettre en question n'est pas digne d'être vécue. Très important. Alors, pour ce qui est de la prospérité, Dieu n'est pas contre la prospérité. Moi non plus. Je ne suis pas contre la prospérité. Mais la prospérité par quel moyen? C'est là toute la question. La Bible me donne de moyens, me propose de moyens, parmi lesquels le travail. Mais dans le travail, il n'y a pas que travailler pour quelqu'un. Et là, nous devons passer à l'autre étape, devenir patron de soi-même. Et nous devons chercher des textes qui puissent nous aider à fonder en raison l'importance de l'entrepreneuriat pour une émergence d'un peuple, d'une nation. Nous savons le cas de Jacob qui est allé chez son oncle Laban. On a changé son salaire combien de fois? 7 fois. Et puis la 7e fois, quelle était la proposition de Laban? Fixe toi-même ton salaire, je te le payerai. Est-ce que vous avez déjà rencontré un patron vous demandez de fixer votre salaire, il va vous le payer? C'était une aubaine terrible. Mais écoutez la réaction de Jacob. Quelle était sa réponse à son boss? Quand est-ce que je vais travailler pour moi? Moi-même. Vous voyez, c'est là où le pasteur doit insister. Cherchez, rêvez à devenir patron de vous-même. Et montrer l'avantage d'être patron de soi-même. Ensuite, montrer au peuple de Dieu comment ils peuvent devenir patrons d'eux-mêmes. J'ai donné un enseignement pendant 3 mois sur comment créer une entreprise familiale. Mais à la fin, quand j'essaie de faire l'évaluation, je me rends compte que les gens ont été coulés dans des moules des esclaves. Tout le monde préfère aller travailler pour quelqu'un que travailler pour lui-même. C'est dommage.
On va dire, mais il faut prêcher par l'exemple. Moi, je donne mon exemple. Mais je me dis, si tous les pasteurs à l'unisson commencent à distiller le même message, après un certain laps de temps, les livres vont commencer à bouger. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, il faut que notre histoire ici de Kinshasa, on se réunit toujours dans ce qu'on appelle le COPAC. Hein? Qui sont dans les CC, levez la main. Oui, il y a une rencontre, je crois, une fois le mois. COPAC. Conseil des pasteurs de Kinshasa. Moi, j'ai toujours rêvé qu'on transforme ces COPAC-là en une communauté hermétique qui réunira tous les pasteurs, pas seulement les pasteurs de l'ECC, tous les pasteurs de la ville. Et où des gens doivent donner des messages révolutionnaires que les pasteurs seront appelés à répéter dans leurs églises. Si on peut garder ça pendant 2 ans, 3 ans, les choses vont bouger. Est-ce que je me fais comprendre? La prédication peut devenir un vrai outil de libération et d'émancipation. Mais c'est un outil avec lequel on s'amuse. On ne doit pas s'amuser à la chair. Il y va de la vie de ceux qui vous écoutent et de la nation. Quand il faut passer les messages, il faut le faire avec force. Bien. Vous avez prêché. Qui est pasteur d'une église ici? Vous avez prêché sur quoi l'année écoulée? Oui, pasteur. Chez moi, l'année passée, on a parlé de la prospérité à tous égards. Un thème qui a été subdivisé en plusieurs sous-thèmes, parmi lesquels la prospérité familiale, la prospérité spirituelle, la prospérité financière. Et en parlant de la prospérité financière, on a parlé du travail comme moyen, le meilleur moyen pour prospérer financièrement. Et on a parlé aussi de la prospérité physique aussi. Voilà. Très bien. Très bien, merci. Qui d'autre? Oui, pasteur. Oui. Le vol de l'aigle. L'envol de l'aigle. Oui, allons-y, papa, allons-y. L'aigle. Très bien. Très bien. Pasteur qui? Oui, pasteur. L'amour communautaire peut provoquer la prospérité communautaire. Très bien. Oui, pasteur. Le juste. Le peuple est dans la joie. Que faire pour diminuer, pour empêcher les méchants de dominer et diminuer le nombre de méchants? Que doit faire le peuple? Il n'y a pas que ça. Nous devons avoir le courage de dire aux pauvres de se lever et d'exiger des dirigeants de les traiter avec dignité, de diminuer le train de vie et bien payer les fonctionnaires et de réclamer l'arrestation de ceux qui volent les deniers publics. Il faut aider les pauvres à devenir plus exigeants vis-à-vis de ces dirigeants.
Mais qu'est-ce qu'on constate ici chez nous? Les pauvres sont plus exigeants pour l'entraîneur de l'équipe nationale. Le pauvre acclame très fort quand il y a un but qui est marqué. Mais il ne crie pas lorsque les autorités volent. Quelqu'un a volé, il a dit qu'il est malade, depuis qu'il est sorti, on n'a plus rien fait. Et le peuple est là. Non? Tu ne peux pas changer ce que tu tolères. Donc nous sommes obligés, nous à notre niveau, d'utiliser la chair comme un moyen pour réveiller le con, les consciences, et orienter l'agir. La nerf va t'arrêter, c'est vrai, si et seulement si tu es un opérateur politique. Après la prédication, tu vas chez les politiciens, on dira que ce sont eux qui ont mis ces messages dans votre bouche. Mais quand ils suivent de près, vous n'êtes pas là-dedans, ils sauront que vous faites votre travail. C'est-à-dire que notre problème est que les pasteurs et l'Église, le pasteur est un prophète. Un prophète a deux rôles. Dénoncer le mal et féliciter le bien. Mais le problème que nous avons dans ce pays, c'est que depuis tout le temps, il y a des prophètes du temple et des prophètes de la cour. Les prophètes de la cour sont ceux qui mangent les sels qui tombent de la table du roi. Ils sont là pour caresser le roi dans le sens du poil. Les prophètes du temple, c'est celui-là qui ne mange pas les sels qui tombent de la table du roi, mais qui annonce la vérité. N'est-ce pas? Mais alors nous devons le faire avec sagesse. Ne parlez pas n'importe comment, parce que sinon on va réclamer votre tête sur un plateau, comme on avait réclamé la tête de Jean-Baptiste. Nous devons parler avec sagesse comme David, comme Nathan a parlé à David. Donc si vous critiquez, ne vous arrêtez pas à critiquer du début jusqu'à la fin. Procédez comme Jésus l'a fait aux 7 églises de l'Asie mineure. Qu'est-ce que Jésus dit? Je connais. Il y a ça. Mais. De la même manière, nous aussi à l'église, nous disons, nous bénissons le Seigneur pour ce régime qui est en place. Car depuis qu'il est là, nous sentons quand même des changements. Le budget partit de 4 milliards à 16 milliards. Mais nous constatons aussi qu'il y a des travaux. Le port en eau profonde de Mwanda est en mouvement. Le macadam est coulé entre Poma et Mwanda, quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Nous voyons la construction de routes dans les Katanga, dans le Kassai, la construction des hôpitaux. On est en train de retaper l'UPN. On est en train de mécaniser ce qui n'était pas mécanisé, les nouvelles unités sont payées, Mamayemo est en construction, c'est vraiment un bijou. On est en train de se battre pour défendre la cause du pays qui est agressé par les Rwandais. Mais, alors quand les gens voient ça, ils disent, tout n'est pas mauvais, là quand même dit de bonnes choses. Et ce qu'il a dit là, c'est aussi vrai. Mais si du début jusqu'à la fin. Beaucoup de gens ont la malungate. Du début jusqu'à la fin. On va réclamer votre tête comme l'avait réclamé la tête déjà. On va la couper et le monde va continuer à tourner. Les anges diront Saint, 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 l'Éternel, qui était pillé et qui vient. Et voilà. Bon, j'aimerais quand même avancer. Nous avons encore du temps. Hein? Épousé. Dépassé. Nous avons encore 12 minutes. Gloire à Dieu. Notez. Nous passons maintenant
méthode philosophique. La méthode philosophique. La philosophie fait appel à des réalités phénoménales, transphénoménales. La philosophie fait appel à des réalités transphénoménales, entre parenthèses, métaphysique, entre parenthèses, métaphysique, virgule, entre parenthèses, métaphysique, virgule, qui échappe au contrôle de l'expérience, qui échappe au contrôle de l'expérience, qui échappe au contrôle de l'expérience, fermez la parenthèse, qui échappe au contrôle de l'expérience, fermez la parenthèse. Et donc, il faut admettre l'existence dans l'homme. 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 Et donc, il faut admettre l'existence dans l'homme et dans l'univers. Et conjonction. Et dans l'univers pour rendre pleinement compte. Et dans l'univers pour rendre pleinement compte. Et dans l'univers pour rendre pleinement compte, et dans l'univers, pour rendre pleinement compte, et dans l'univers, pour rendre pleinement compte des données de l'expérience, des données de l'expérience. Point. Comment se fera la recherche de causes ultimes? 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 Virgule. Des conditions de possibilité, 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 situées en quelque sorte, situé en quelque sorte au-delà du monde phénoménal, point d'interrogation. Au-delà du monde phénoménal, point d'interrogation. Au-delà du monde phénoménal, point d'interrogation. Telle est la question qu'il nous faut à présent examiner. Telle est la question qu'il nous faut à présent examiner. Telle est la question qu'il nous faut à présent examiner. Point. À la ligne.
Quelle est la méthode philosophique? Quelle est la méthode philosophique? Quelle est la méthode philosophique? Point d'interrogation. Notez. Nous répondrons en disant. Nous répondrons en disant. Nous répondrons en disant. Nous répondrons en disant que la philosophie procède. Que la philosophie procède. Que la philosophie procède par voie d'implication régressive. Et la philosophie procède par voie d'implication régressive. Et la philosophie procède par voie d'implication régressive. Régressive au pluriel. Et la philosophie procède par voie d'implication, implication plurielle. Régressive, virgule, accompagnée d'une intuition progressive. Accompagnée d'une intuition progressive. La philosophie procède par voie d'implication régressive, accompagnée d'une intuition progressive et préparant des explications dégressives. Et préparant des explications dégressives. Implication régressive, intuition progressive, explication dégressive. Nous arrêtons là. Nous allons expliquer ça à la prochaine. Je reprends. La philosophie procède